Il est 7h46 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Brun, député PS de l'Eure, vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour, les débats reprennent ce mardi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances. Vous aviez une réunion hier à Bercy. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Écoutez, il y a un nombre de groupes qui souhaitent qu'un compromis soit trouvé sur le budget de la nation. Et la ministre des Comptes publics a fait part d'un certain nombre de propositions qu'elle semblait être consensuelles pour essayer de trouver un accord d'ici la fin du mois de janvier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord signé, bien sûr, et on a fait part d'ailleurs d'un certain nombre de divergences, y compris encore sur la copie finale. Ce que je peux vous dire, puisque c'est sorti déjà dans la presse, c'est que le gouvernement souhaite évidemment revenir sous les 5%. Nous aussi, et tous les groupes qui étaient représentés souhaitent qu'on ait une copie qui soit au moins à 5%, si possible même en dessous, pour avoir un niveau de déficit soutenable. La copie qui sortait du Sénat avec un déficit à 5,3, en vérité, d'ailleurs, si on recalcule, c'était 5,4, parce qu'il y a eu beaucoup de gribouilles dans les amendements qui ont été adoptés, c'est inacceptable. Donc d'abord à 5. Ensuite, pour arriver à 5, comment il faut faire ? Il faut faire certes des économies, il faut aussi un niveau de recettes supérieur. Et donc la ministre a dit qu'il fallait s'attendre à une surtaxe sur les grandes entreprises qui soit entre 6 et 8 milliards afin de faire entrer les dredons dans la valise. Et puis, on a discuté de beaucoup de mesures techniques, ministère par ministère. Je pense que les éditeurs de BFM Business n'ont pas forcément envie de l'entendre. Mais voilà, en gros, il y a des discussions là pour à la fois avoir un niveau de fiscalité qui permette de descendre en dessous des 5% et dans le même temps garantir un certain nombre de services publics. Nos priorités à nous, les socialistes, c'est pas la question fiscale, puisque de toute façon, on peut pas discuter de tous les impôts aujourd'hui en raison de la règle de l'entonnoir. Et donc, on peut discuter que des impôts qui sont encore en discussion dans le texte initial du gouvernement. Notre priorité à nous, c'est 4 choses. 1, le pouvoir d'achat, la prime d'activité, qui est réduite, vous le savez, dans le budget qui est proposé par Sébastien Lecornu. Donc, on souhaite qu'il y ait un coup de pouce qui soit donné à tous les gens qui travaillent. La prime d'activité, ça récompense les gens qui travaillent plutôt que des gens qui restent chez eux. C'est 10 milliards d'euros, la prime d'activité. Même 11 milliards d'euros maintenant. Il y a 11 milliards d'euros. Le gouvernement veut freiner la prime d'activité. Donc, on pense que c'est très injuste parce que c'est des gens qui bossent et on a un problème de consommation qui est en train d'être réglé puisque nous avons de bonnes nouvelles ce matin sur la consommation, mais on pense qu'il faut aider la consommation. Deuxième priorité, c'est le logement. Un certain nombre de trains de mesures qu'on veut faire adopter. Troisième priorité pour nous, c'est la question de l'éducation nationale. On souhaite maintenir un certain nombre de postes pour éviter les fermetures de classes. 4 000 en milieu rural, oui, 4 000 pour le permettre. Et puis enfin, les crédits de l'écologie pour mettre l'investissement, notamment les routes, les réseaux d'eau, les infrastructures. On a une copie qui est sortie de la Commission des finances. Vous êtes vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale à 5,6% de déficit. C'est-à-dire que ça a dégradé par rapport au Sénat. 5,7. Et même 5,7. La semaine dernière, vous aviez demandé à la précédente réunion à Bercy 7 milliards de dépenses supplémentaires alors qu'on doit trouver 12 à 15 milliards d'efforts. L'ensemble des mesures que vous souhaitez défendre ici, je reprends pouvoir d'achat, augmentation de la prime d'activité, des mesures sur le logement, l'éducation nationale, l'écologie, représentent des dépenses supplémentaires de combien ? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas. C'est embêtant. Non, mais il y a une partie d'ailleurs qui sont déjà dans le texte discuté au Sénat, notamment sur le logement. Il y a eu des amendements qui ont été adoptés par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à boucler tout cela avec un déficit à 5%. Donc et déjà c'est positif, c'est qu'il y a un accord. Oui, mais si vous chiffrez pas les dépenses, c'est compliqué de revenir au 5%. Non, mais je peux vous les chiffrer si vous le souhaitez. Donc l'éducation nationale. Est-ce qu'on est toujours aux 7 milliards ? Est-ce qu'on est en dessus ou au-dessous ? Nous, on a 4 grandes priorités. Ensuite, il y a plein de petites choses. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous dit médiatiquement. Après, par exemple, on a une discussion en ce moment sur les crédits d'émissions locales. On a des discussions sur crédits de telle ou telle politique publique. Ce que je dis, c'est qu'il y a 4 grandes priorités. C'est qu'il y a 4 sujets qui, pour nous, sont très importants. Donc, l'éducation nationale, on peut le chiffrer ensemble. Mais vous y croyez qu'à la fin, ça va fonctionner ou vous dites vous-même, il y en a marre, allons-y, faisons un 49.3 ou passons par ordonnance. On va y arriver ou on revient sans arrêt à zéro ? Moi, je pense qu'on peut y arriver. La difficulté qu'on a eue jusqu'ici, c'est qu'il y a une coalition du pire qui s'est réunie.
Coalition du pire, elle comprend le RN, LFI et malheureusement Bruno Retailleau au Sénat. Moi, j'ai la conviction qu'on pouvait aboutir avant même la fin de l'année 2025. On avait un accord qui était possible en commission mixte paritaire. Ce que disait Philippe Juvin, qu'il a manqué quelques jours seulement pour trouver un accord. Il a raison. Au moment de la CMP. Il a raison, c'était possible, parce que ceux qu'on a aujourd'hui, on les avait déjà. Enfin, vous-même qui suivez des finances publiques de très près, c'est un débat qui maintenant a le dur désir de durer, pour prendre le mot de Paul Éluard. Et il est temps que ça aboutisse. On connaît tous les paramètres. Oui. Il y a besoin d'avoir un budget pour la France. Les agriculteurs aujourd'hui manifestent. Il faut qu'on arrive à débloquer les 300 millions d'euros qu'on leur a promis. Oui. Bref, il faut qu'on arrive à aboutir à un budget qui est évidemment pas un budget socialiste, qui est évidemment pas un budget de gauche. Et qui, donc vous êtes capable d'adopter un budget, de ne pas censurer, d'avaler des couleuvres pour dire qu'on avance un peu. Vous êtes capable de faire ça au Parti socialiste ? Oui, en tout cas, nous, notre ligne, elle est claire. C'est que, on l'a fait l'année dernière, Dab, c'est qu'on censurera que si les intérêts fondamentaux des classes populaires et des classes moyennes sont mis en cause. Vous faites ça, vous pouvez dire ça à n'importe quel moment. Oui, alors si vous voulez, si on touche au pouvoir d'achat, prix d'activité, c'est donc pour nous très important, on censurera. Si on remet en place l'année blanche, ça, on censurera. Bon, en vérité, c'est cette ligne rouge pour nous, c'est les intérêts des classes populaires et des classes moyennes. Et donc si on arrive à obtenir suffisamment de choses pour à la fois les services publics, le pouvoir d'achat, alors oui, il y a un chemin pour que le budget puisse être adopté avec notre abstention. Comment on le finance ? Si on est à 5,7% de déficit en sortie de la commission des finances, ça veut dire qu'il faut trouver 20 milliards d'euros. Et là, vous rajoutez des dépenses supplémentaires. Donc comment on les finance ? Alors, je vous explique. Quelles sont les mesures en recettes que vous allez défendre ? 5,7, on y est arrivé parce que toutes les mesures de recettes ont été supprimées par amendement. Notamment la surtaxe d'IS, la taxe on arrive au bout d'une logique. C'est-à-dire que comme chacun s'attend en vérité à un 49.3, chacun s'y attend, notamment dans le bloc central. Oui. Personne ne fait d'efforts dans les votes. C'est-à-dire qu'on a des votes incohérents. Je rappelle que dans la même heure, à la Commission des finances, ils ont supprimé la surtaxe sur les grandes entreprises. Oui. Donc, voilà. Et dans le même temps, ils ont adopté mon amendement qui rétablissait l'ISF. Donc on a à la fois rétabli l'ISF dans la même heure et supprimé la surtaxe. Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas écouter les discussions à la l'Assemblée et qu'en réalité, ça se passe à Bercy. C'est qu'on a l'impression, nous, en tout cas, ceci, d'être un peu les seuls à essayer d'être cohérents et responsables dans cette affaire. Et que, et puis il y a une fatigue, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des problèmes de présence, y compris dans l'hémicycle, en commission. En réalité, tout le monde en a marre du débat budgétaire aujourd'hui. Donc il y a une volonté maintenant d'aboutir et je crois qu'on peut y arriver. Si la copie est mauvaise, nous censurerons, a prévenu Olivier Faure. Oui. Une censure est-elle possible ? Bien sûr, elle est possible, je vous le dis. Si on a un budget qui touche le pouvoir d'achat, qui retire des professeurs devant les élèves, qui sacrifie l'investissement, notamment dans l'écologie et dans les infrastructures, on n'aura pas de difficulté à censurer. Finalement, il faut faire une balance entre le coût et les bénéfices. Le coût de la censure pour l'économie, on le connaît, il est documenté, et le coût de la non-censure d'un budget qui réduirait considérablement l'investissement, porterait atteinte aux intérêts de nos entreprises, porterait atteinte aux classes populaires et aux classes moyennes. Il faut donc faire cette balance entre les deux. Pour 2027, le MEDEF soutiendra les décideurs politiques qui comprennent l'économie. Est-ce que vous pensez en faire partie ? Je le crois, oui. Il dénonce des bonimenteurs qui remettent tout à demain. Parle de qui ? Oui, bon, après, je ne suis pas certain que le MEDEF soit l'organisation la plus responsable de ce pays quand on voit l'échec du conclave sur les retraites. Enfin, il faut quand même se rendre compte que si ce conclave avait été réussi, si le MEDEF avait fait preuve de responsabilité, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Probablement qu'il y aurait eu davantage de stabilité par la suite. On aurait peut-être commencé à régler la question des retraites qu'on a dû repousser à 2027 en raison de l'échec de ce conclave, que le MEDEF balaye aussi devant sa porte. Merci beaucoup Philippe Brun d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.